par la recherche contre les fake news. Bonjour Didier Pourquerie. Bonjour Jean-Philippe Denis. Didier Pourquerie, président de The Conversation France, président de CapScience à Bordeaux. The Conversation France, lancement 2015, voilà, la ligne 1, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, c'est mettre en contact les chercheurs, les journalistes pour éclairer le débat public. 2016, sauf erreur de ma part, c'est l'élection de Trump. Non, c'est ça. Et là, on a du fake partout. Vous avez été visionnaire sur cette question de fake news. Le mot fake news a été le mot de l'année, vous vous souvenez, ouais. du dictionnaire Webster. C'est un moment où non seulement on parle de fake news, mais on parle aussi de vérité alternative. Alternative news. Ce qui est fact. Ce qui est intéressant aussi vis-à-vis des chercheurs. Et là, donner la parole, on s'est aperçu que donner la parole aux chercheurs sur ces sujets-là, c'était d'abord en finir avec une grande frustration. Quand vous discutez avec des chercheurs, entre amis, souvent ils vous disent « mais c'est fou le nombre de bêtises qu'on entend sur tel et tel sujet ». Alors que, bon. Et donc, nous, à The Conversation, on leur a dit bah, « dites-le ». On vous ouvre le... Ah oui, mais c'est très compliqué. On va vous aider à le dire, puisqu'on est là pour ça. Et en fait, on a travaillé sur la façon de partager des modules, des morceaux de savoir qui allaient contre les fake news. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller chercher Trump. Quand on est, par exemple, en pleine discussion sur la loi El Khomri, nous, on était très actifs à ce moment-là. Il s'est dit beaucoup de bêtises à l'intérieur de cette discussion sur la loi. Grosso modo, il y avait des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre. Nous, on n'a pas du tout pris ce prisme. On a été voir les chercheurs en disant « Est-ce que vous pourriez donner des morceaux de savoir qui viennent enrichir le débat ?» Je vous donne un exemple. On a entendu beaucoup de bêtises sur le coût des prud'hommes, le coût des indemnisations, le nombre de dossiers en attente, etc. C'est simple, on a demandé à un juriste qui travaille depuis 15 ans juste sur ce sujet, qui est un chercheur en droit, de nous donner les chiffres. Et vous savez, quelquefois, la pédagogie sur les chiffres, ça fait exploser toutes les fake news. Simplement, après, il faut les présenter de manière habile. C'est-à-dire, il faut les présenter, et ça, je dirais, c'est le travail un peu journalistique, en disant, voilà, c'est pas le vrai du faux. Là, pour le coup, on dit, ben voilà les vrais chiffres. Les vrais chiffres. Et vous savez, quand on dit, dans un titre, par exemple, Prud'homme, les vrais chiffres, ça va être lu. Ça va être lu. Et quand on le partage sur les réseaux sociaux de cette manière-là, aussi. Alors après, vous avez parlé de fake news, mais il y a aussi, et là pour le coup, c'est très délicat, il y a tout ce qui est de la science approximative. Il faut être sûr que la personne qui vient donner ces chiffres n'ait aucun problème de crédibilité. Alors, il y a deux sujets. Sur The Conversation, tous les gens qui signent doivent remplir une déclaration d'intérêt, ce qui est très important, parce qu'en termes de crédibilité. Pour dire d'où on parle. Voilà. Et deuxièmement, si les journalistes de The Conversation ont le moindre doute sur la personne, sur l'enseignant-chercheur qui prend la parole, soit en se disant peut-être qu'il a un prisme particulier, ou peut-être qu'il défend une chapelle, ou ça, eh bien on a des réseaux, chacun d'entre nous a des réseaux de comités éditoriaux de revues, de gens comme ça, qu'on va solliciter. On a notre propre comité éditorial, avec des gens, des vice-présidents de l'université, des gens comme ça, qui sont là pour tenir la ligne de The Conversation et veiller à ce que cette ligne soit bien tenue. Mais on a aussi notre travail de journaliste, qui est de vérifier qui parle. Et là-dessus, on a eu, pas souvent, mais c'est arrivé, qu'on dise à certains enseignants-chercheurs, non, n'écrivez pas là-dessus, c'est pas votre vraie compétence, écrivez plutôt sur tel autre sujet,
Ils en sont convenus et on a travaillé comme ça. Une question qui me brûle les lèvres, on a du mal parfois à convaincre nos collègues. C'est-à-dire, ils disent non, mais ça c'est de la vulgarisation, c'est pas du travail de recherche. Etc. Comment on cultive le sens de la responsabilité? C'est-à-dire leur dire, mais si vous ne prenez pas la parole, d'autres vont la prendre. Exactement. C'est ce qu'on dit. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, y compris... Non, c'est surtout des jeunes chercheurs qui ont cette envie-là, de se dire, on est dans la société, on n'est pas sur notre Aventin à regarder ce qui se passe en bas, on est au milieu, et on a à parler, on a à prendre la parole. Ne serait-ce que parce qu'on fait partie de la société, on fait de la recherche publique, par exemple, on est payé par des fonds publics, on a quelque chose à rendre à la société. Ne serait-ce que pour cette raison un peu mercantile, disons, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important. Donc, non, ils le comprennent. Après, il faut leur expliquer que ce qu'ils vont écrire pour The Conversation ne les fera pas gagner de points ou d'étoiles, etc. On n'est pas une revue scientifique. Mais ils le comprennent assez vite. Ils comprennent assez vite que l'impact de ce qu'ils vont raconter peut être long, c'est-à-dire que ça peut les mettre en contact avec des collègues, avec des confrères, quelquefois même, si leur papier est traduit en anglais à l'intérieur du site du réseau de Conversation, mettre en contact avec des gens d'autres pays. C'est arrivé dans le domaine médical qu'un papier écrit en France sur l'autisme trouve un écho aux États-Unis parce qu'il avait été traduit en anglais, et une équipe d'une université américaine prenne contact avec notre auteur en disant, enfin l'auteur qui avait écrit chez nous, en disant c'est drôle, on ne s'est pas encore rencontrés dans des colloques, rencontrons-nous. Vous voyez ? Donc ils comprennent que le réseau, le travail en réseau, c'est pas uniquement le partage, c'est un partage en réseau. Et là, le partage en réseau peut créer de la valeur pour tout le monde. Absolument. Et il ne tient qu'aux instances après aussi d'évaluation. Ça ne rapporte pas de points, il tient qu'aux instances d'évaluation de savoir reconnaître la valeur de cet impact. Comme ça se fait pour la sociologie aux États-Unis. Merci Didier Porquerie. Merci Jean-Philippe Denis.